Bonjour à tous et toutes. Merci d'être avec nous ce dimanche matin. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition Tech pour toutes. Juste avant de vous présenter le chouette panel qu'on va avoir aujourd'hui, des personnes qui sont très très inspirantes, avec qui j'ai eu la chance déjà d'échanger pour préparer notre échange. Je vous rappelle un peu le programme qu'on va avoir. On commence la journée avec cette table ronde, l'empreinte écologique du numérique. Je pense que c'est un sujet qui est passionnant et qui intéresse un peu tout le monde. La tech pour un monde meilleur, cet après-midi à 14h. Et ceux qui passent la journée avec nous, on finit avec une table ronde 15h30, 16h30, l'entrepreneuriat au féminin. Vaste sujet. Alors, aujourd'hui, pour parler de ce sujet sur Green IT et l'empreinte écologique numérique, juste avant peut-être de commencer cet échange avec nos intervenants, est-ce que quand on parle de Green IT, c'est un terme qui est évident pour tout le monde ? Je savais qu'on avait besoin d'une petite définition. Alors déjà, c'est intéressant de savoir qu'en tout cas, aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui nous permettent en tout cas d'avoir... qui vont permettre de réduire... bienvenue. On a des nouvelles technologies qui vont vraiment nous permettre de réduire l'impact environnemental de l'informatique. Nous avons tous... Aujourd'hui, ce sont des enjeux qui me paraissent indispensables quand on connaît un peu les accords de Paris et l'objectif 2050 qui pointe un peu... qu'on a un peu comme ça, comme une épée de Damoclès en disant « faut qu'on fasse attention ». Donc, c'est intéressant aujourd'hui de pouvoir échanger, de voir un peu les objectifs au niveau des entreprises, comment ça va se passer, les opportunités carrière. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de se dire qu'aujourd'hui, le job de certaines personnes, ça va être d'essayer de réfléchir et d'essayer d'amener des nouvelles solutions qui vont permettre en tout cas d'avoir des outils qui sont beaucoup plus respectueux de notre planète. Donc, c'est ce qui me permet de dire que c'est un sujet qui est concernant. C'est pas juste une équipe de tech un peu bobo qui se disent qu'il faut faire des trucs, mais ça me paraît un sujet indispensable pour monsieur et madame tout le monde. Donc, on va commencer avec Yvain Moineau, qui vient de la fresque numérique, qui pourra nous dire très rapidement ce qu'il fait. On a Laura Calmore, qui est VP Corporate Affairs chez Scaleway. Malika Pastor, qui est directrice des informations et du numérique chez Colors. Donc, j'ai bien pris le temps de bien le répéter pour avoir la bonne appellation. Et Stéphane Beroff, qui est Green IT and Circular Economy Programme chez Renault Group. Alors, merci à vous de nous rejoindre un dimanche matin et de pouvoir aborder ces sujets-là avec nous. Juste avant, est-ce que je me disais que on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde forcément qui était très à l'aise avec ces sujets-là. Yvain, je me permets de te regarder. Est-ce que tu peux nous dire un peu quand on parle de Green IT, de quoi parlons-nous concrètement ? Comme ça, je me dis qu'il y a un côté un peu scolaire. Quand tout le monde repart aujourd'hui, on sait ce que c'est et le terme devient clair pour tout le monde. En 4 heures ou en 1 minute ? En 2 minutes, c'est ça la différence. Le numérique a beaucoup été associé à quelque chose de virtuel, de dématérialisé. Le numérique n'a rien de virtuel, n'a rien de dématérialisé, c'est très matériel, il a beaucoup d'impact. C'est juste qu'on voit pas ces impacts. Donc s'intéresser à ça, c'est prendre connaissance de ces impacts, savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur ça. Dans tous les cas, on ne peut pas annuler l'impact environnemental du numérique. D'ailleurs, l'impact environnemental, mais aussi l'impact sanitaire et humain. Il continuera d'être là, on peut en faire moins, on peut ajuster des choses, on peut changer un peu la manière dont on fait du numérique. Donc voilà, Green IT, qui est un terme qui avait été un peu popularisé il y a un petit moment, mais qui pendant longtemps restait dans une toute petite sphère et qui maintenant a commencé un peu à sortir de cette petite sphère. C'est juste d'essayer de faire du numérique différemment et qui est un vaste sujet. Juste en concluant, c'est que le numérique n'est pas un secteur isolé du reste, c'est un secteur qui va influer sur plein d'autres secteurs, qui est un accélérateur. Imaginez ce que ce serait de charger, décharger un porte-conteneur de 20 000 conteneurs si on n'avait pas l'outil numérique, ou d'expédier des choses à l'autre bout du monde, ou de faire de la prod, etc. Donc en fait, le numérique accélère énormément de choses dans la société. Donc il ne faut pas non plus le regarder comme un truc isolé, mais comme quelque chose qui permet d'accélérer énormément de choses et qui a lui-même beaucoup d'impact indirectement. Et je trouve que c'est peut-être intéressant aussi de préciser qu'on a l'impression que regarder une vidéo sur YouTube, il n'y a pas d'impact, mais il y a un impact en tout cas sur l'environnement, sur tous ces outils-là. Peut-être qu'on peut le préciser. Peut-être Malika ? Oui, alors moi, je vais juste compléter en fait sur cette définition de Green IT. Pour ma part, la traduction française que j'en fais, c'est une sobriété numérique. Pour en faire un numérique plus sobre, plus durable, plus responsable. Mais il est vrai que le numérique est quand même un des leviers fondamentale de modernisation, de développement sociétal, environnemental et aussi de résilience, comme il a pu le démontrer pendant la pandémie. Et c'est aussi un levier de la transition écologique, mais certes,
comme a pu le noter Yvan, et on pourra tous le noter aussi, il est à la fois ambivalent. Alors, je vais reprendre une expression que j'avais bien aimée du NUMUM, qui est le syndicat professionnel des acteurs dans le numérique, qui dit que c'est à la fois un antidote et un poison. Parce que c'est vrai, force de constater, ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années qu'il a un impact finalement environnemental assez fort. Et voilà, c'est ce que je voulais juste partager sur cette introduction du sujet. Ok, très clair. Je me pose la question, est-ce qu'on peut peut-être faire la nuance, et je regarde cette fois Laura, est-ce qu'on peut faire la nuance entre les sujets RSE, qui sont extrêmement importants et qui prennent une place extrêmement importante dans les échanges, et justement cette thématique Green IT? Bonjour à tous. Alors, je vais essayer, je pense que ma vision est aussi peut-être différente des autres, donc n'hésitez pas à rajouter aussi. Je pense qu'à la base, et en tout cas pour nous, il s'agit de la responsabilité que l'entreprise a en fait dans la société en tant que citoyen corporate, on l'appelle. Donc la RSE, c'est tout ce que cela englobe en fait. La responsabilité pour les employés, la responsabilité économique et la responsabilité écologique de notre impact sur la société, sur toutes les pratiques en fait qu'on met tant à l'interne qu'à l'externe. Donc pour moi en fait c'est un 360, donc qu'il s'agisse de l'environnement, ou qu'il s'agisse du social ou qu'il s'agisse de l'économique, c'est quelque chose qui doit être pris en compte, avoir une définition très claire, avoir une analyse en fait à 360, parce que pour moi, on ne peut pas se séparer l'une de l'autre, en fait. Et ça doit être pris en compte, analysé, avoir une personne qui est responsable de cela, qui forme aussi les autres. Il ne faut pas que ça soit un département isolé ou une personne isolée. Il faut que tout le monde, en fait, soit au courant de comment agir par rapport aux différents métiers aussi qu'il y a dans la société, parce qu'il ne s'agit pas uniquement, comme Yvan le disait très bien aussi, le numérique n'est pas vertical, en fait, c'est horizontal, ça touche tous les métiers, ça touche tous les secteurs. Donc il faut que chacun soit un peu éveillé sur le sujet pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire dans son métier et à son échelle pour agir. Ok, merci Laura. Je trouve hyper intéressant qu'on puisse parler de conscientisation, en tout cas sur la manière dont on utilise ces outils. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être qui veut rajouter quelque chose? Allez-y, Malika. Moi, je dirais qu'il est vrai, de toute façon, il y a une prise de conscience qui est notable depuis donc quelques années de cet enjeu sociétal. Alors, je dirais qui est favorisé, puisque vous évoquiez tout à l'heure la politique RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Faut savoir qu'elle est apparue dans les années 60. Mais finalement, les entreprises ont un peu plus pris le sujet de cette contribution de l'entreprise finalement à un développement durable depuis la loi Pacte en 2019. Et puis, on en a parlé juste un petit peu avant de se retrouver sur cette table ronde. Il y a aussi la loi énergie-climat qui a été votée en 2015 qui vise en Europe une neutralité carbone à 2050. Et puis, je ne sais pas si vous êtes au fait, mais finalement, j'allais dire de manière globale, donc cette France qui s'attaque à l'empreinte carbone du numérique, il y a ce cadre réglementaire et législatif, mais qui était plutôt incitatif jusqu'alors, et il va se durcir et devenir un peu plus dans cet aspect d'obligation. Donc plus près de nous, le 1er janvier 2022, il y a la loi Rennes qui est rentrée en vigueur, et cette loi-là va avoir une obligation finalement de sensibiliser nos jeunes à la sobriété numérique, donc de la primaire au lycée, et de former les ingénieurs à l'analyse du cycle et à l'éco-conception d'un service numérique. Et par ailleurs, d'ici 2024, il va y avoir un référentiel en la matière. Donc cela, ça va permettre quoi finalement? À ce que nos générations futures puissent réfléchir et trouver du sens dans la low-tech et comprendre que la high-tech finalement n'est pas indispensable. Ok, très clair. Merci beaucoup. Stéphane, allez-y. Je laisse compléter. Non, pas une réaction. C'est effectivement tout à fait vrai. Je ne sais pas s'il faut opposer low-tech et high-tech. Je pense que ça va dépendre vraiment des solutions. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a les frameworks, on a le cadre pour développer opérationnellement ce numérique responsable. Et ça, c'est super important. On va avoir des lois.
mais on a aussi des frameworks qui sont très bien construits aujourd'hui, qui sont accessibles. Je pense qu'avant, c'était un petit peu la jungle. Moi, je vais le dire comme ça, hein, je débute un peu sur le sujet, je n'ai pas un passif très important sur le sujet. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de référentiels, mais on est dans une phase où on commence à avoir quelque chose qui se stabilise. Et donc, c'est là où on va pouvoir construire, c'est là où on va pouvoir former finalement les ingénieurs qui, demain, vont avoir un effet de levier très, très fort. Okay, très bien, vous me faites des bonnes transitions, parce que j'allais vous demander, est-ce qu'on peut se permettre de dire aujourd'hui quelle est la position d'entreprise? Est-ce qu'on peut se dire qu'elles sont matures sur ces sujets-là? Je sais que vous, par exemple, est-ce qu'on peut peut-être avoir un petit retour de chez Renault? Et après, ça peut être intéressant aussi d'avoir le retour d'Yvain qui accompagne aussi beaucoup les entreprises dans cette transition-là. Stéphane? On est super mature. Non, plus sérieusement, ça commence à venir. Je pense que les questions, les problématiques de l'impact environnemental du numérique, elles ne se posent plus. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on les traite. Donc aujourd'hui, l'entreprise, elle est consciente de ça, au niveau du numérique, chez Renault, également au niveau de l'impact environnemental plus globalement, hein, on ne parle pas que du numérique. Donc la maturité, c'est le bon moment pour commencer à structurer. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut mettre en place des actions de sensibilisation très fortes pour emmener tout le monde. C'est maintenant qu'il faut mettre en place les plans d'action pour pouvoir agir très rapidement. Donc on est dans une phase où on a une maturité suffisante finalement pour passer à l'action à l'échelle d'une entreprise de la taille de Renault. Donc voilà, ça, je pense, c'est un point super important. Alors peut-être que... Alors juste un point, peut-être, je rebondis sur ce que vous veniez de dire. Il y a peut-être, quand on a préparé l'échange, il y avait un point aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est quand vous m'avez dit, en tout cas, peut-être aujourd'hui un gros sujet d'exécution. C'est-à-dire que tout le monde est au fait qu'effectivement, il y a cette volonté d'aller vers des solutions qui sont beaucoup plus propres, beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Mais après, il y a peut-être un vrai enjeu de savoir, OK, maintenant qu'on sait ça, comment on fait et comment on applique et comment surtout on a des résultats. Oui, c'est ça. C'est sensibiliser, mesurer, agir. Je pense que c'est ça qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui. Et c'est complètement ancré dans les process de l'entreprise. On ne parle pas de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui doit s'intégrer dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc l'exécution va être clé parce que c'est ça qui va permettre de prendre des décisions qui ne seront pas uniquement économiques, qui seront aussi environnementales. OK, très clair. Et bien, je vous laisse continuer. Je pense qu'on a confusément compris en général. Enfin, beaucoup de personnes ont confusément compris. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il y a un problème. Ils n'ont pas compris forcément l'ampleur du problème ou en tout cas comment s'y attaquer. Et particulièrement dans les entreprises, on entend beaucoup parler de compensation. Alors, on ne va pas rentrer dans ces sujets-là aujourd'hui, mais ça ne marchera pas. Voilà. Faites rire. Si, je pense qu'il faut rentrer. Oui, si, au contraire. Alors, je vais le faire très schématiquement. Il y a la place pour ça. Il y a de l'espace pour compenser pour ça. Et si tout le monde s'y mettait, il faudrait compenser ça. Donc en gros, c'est un levier intéressant, c'est juste non suffisant. Et c'est vrai que souvent, les entreprises vont beaucoup s'axer sur ça. On est un peu en train de sortir de cette phase-là, c'est-à-dire que c'était quand même beaucoup un truc de greenwashing, hein, pour se le dire. On est un peu en train de sortir de cette phase-là, timidement. Et même dans les entreprises, il y a vraiment des sujets qui restent encore très tabous quand on va aller intervenir, parce que concrètement, en fin de course, c'est des espèces de deuils successifs qu'il faut passer. Et quand vous dites qu'il y a des sujets encore qui sont très tabous, c'est quoi par exemple? La décroissance, par exemple. Okay. C'est-à-dire qu'en fin de course, le boss ultime, c'est la remise en cause du modèle économique et de se dire que peut-être qu'il faut vendre moins de produits, tout simplement. En fait, en tout cas, il faut désindexer l'impact environnemental du business. Donc, il y a plein de cas où c'est possible. Par exemple, vendre quelque chose comme un service et plus comme un produit, ça permet de désindexer la quantité le volume de produits fabriqués, par exemple. Ça, c'est un exemple assez classique, mais concrètement... si je suis une entreprise et que mon chiffre d'affaires dépend du nombre de produits que je vends, j'ai beau faire de la RSE, au bout d'un moment, je suis quand même un peu bloqué dans un système qui m'empêche de changer vraiment la donne. Et du coup, quand on commence à parler dans les entreprises de remise en cause du modèle économique, voire de questionnement sur la décroissance, mais là, ça soulève un autre sujet qui est les rendements des capitaux et qui appartiennent aux entreprises et les sujets géopolitiques et j'en passe. Mais en tout cas, quand on commence à parler de ce genre de sujet-là, de manière non clivante et de manière assez pragmatique. Généralement, c'est qu'on commence à toucher du doigt les choses. Et en vrai, il y a quand même pas mal d'entreprises chez qui ça se discute. Ça reste encore à la marge, mais il y a quand même pas mal de personnes plutôt dans les entreprises qui restent ouvertes à ces sujets-là. Il y a très peu de temps, il y a eu un signal faible qui m'a fait beaucoup plaisir. Il y a eu une conférence sur décroissance en entreprise au sein même de l'ESCP. On n'a pas affaire vraiment à des anticapitalistes notoires. Voilà. Donc c'est quand même des sujets qui percent. Et voilà. Ok, très clair. Laura, je vous ai vu rire en fait quand on a commencé l'échange. Vous qui apportez en tout cas une solution pour accompagner les entreprises vers cette démarche-là, quel est le ressenti que vous avez justement quand vous venez leur proposer ces solutions-là et vos services?
Alors, j'aimerais quand même rebondir sur ce qu'Yvan vient de dire, parce que c'est très juste, et nous, on n'arrête pas de le dire. En fait, il suffit pas de compenser, il suffit pas de planter des arbres ou jeter des liesses d'argent, en fait, pour couvrir, en fait, tout l'impact négatif qu'on a créé. Et nous, c'est vrai qu'avec une expérience de 20 ans dans la construction de data centers, dans la construction de serveurs, en fait, on est un cloud provider, pardon, j'aurais dû commencer par ça. On est aujourd'hui un cloud provider français souverain, 4 data centers en France, 2 à l'étranger. Et nous, on s'est posé en fait cette question il y a maintenant 20 ans, quand on a commencé en fait à s'attaquer à la construction en fait de toute notre chaîne de valeur. Et c'est vrai que ça nous a apporté beaucoup de perspectives parce qu'on est entièrement dans le contrôle de ce qu'on fait, comment on fait les choses. Et on était assez précurseurs en fait dans le sujet, parce que comme Yvan le dit aussi, il y a beaucoup cette vision de croissance business exponentielle. Et le cloud en soi représente aussi une solution par le principe de consolidation en fait des données qui sont un peu éparpillées partout dans un data center, par quelqu'un qui est expert et qui, par définition, si ce n'est pas uniquement pour l'environnement, mais c'est aussi d'un point de vue économique, qui cherche à réduire la consommation de l'énergie, la consommation de ressources. Donc, c'est par défaut une solution aujourd'hui qui permet en fait dans le numérique à réduire un peu l'impact négatif. Et je vous donne un chiffre par exemple, je ne sais pas si vous avez aussi vous le même chiffre que moi, mais depuis 2015, avec le trafic qui a plus que triplé et la consommation aussi de nos habitudes dans le digital, en fait la consommation du cloud et des data centers est restée en fait flat. Donc ça montre aussi le fait que par la consolidation, ça peut permettre en fait d'avoir un impact moins négatif, si je peux le dire ainsi. Après, il y a aussi la question de comment tu conçois tout ça. Le sujet dans notre industrie qui est très réglementée, où il y a beaucoup de lobbies, où les acteurs non européens essaye de dicter aussi les sujets, il faut le dire, sur les valeurs qui ne sont pas du tout les mêmes valeurs que nous, surtout sur ce sujet-là où on est assez avancé en matière environnementale. Le sujet tourne beaucoup autour de la consommation de l'énergie et la neutralité carbone, qui ne sont plus du tout des sujets aujourd'hui. Il s'agit en fait de... Et je vais peut-être vous donner juste une phrase. L'énergie la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas, en fait. Et ça se traduit, en fait, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit dans le numérique, que ce soit dans la fast fashion, la fast food. Donc, je pense qu'on est assez mature d'un point de vue de nos habitudes dans la vie quotidienne. Maintenant, il faut aussi comprendre comment on peut les appliquer à l'usage en fait du numérique, de tous les jours, de la manière dans laquelle on choisit les solutions, de la manière dans laquelle on choisit les cloud providers aussi, si je peux me permettre, parce qu'on est très disparitaire en fait sur la vision en fait qu'on a entre nous sur le sujet. Et nous, on en a fait aujourd'hui une réelle proposition business en fait pour nos clients, parce qu'on sait que ça devient aussi important pour eux. On est B2B2C, donc ça devient important pour leurs clients et donc ça devient aussi important pour eux. Et on veut aller dans toute transparence à les accompagner aussi dans la réflexion, parce que parfois c'est pas toujours évident comment faire ou quoi regarder pour s'y retrouver en fait dans tout ce greenwash, si je peux me permettre de reprendre le même terme. Okay. Donc, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Malika et Stéphane, je pense que ça pourrait être intéressant que vous nous partagiez un peu justement qu'est-ce qui a été mis en place dans vos entreprises respectives. Alors moi, j'aimerais juste faire un complément à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que de la part de fournisseurs, de prestataires IT, je dirais qu'il faut faire attention, on va dire, à la valorisation de l'image de marque de ces entreprises-là. Des fois, ça se traduit par des actions concrètes, comme tu peux nous le partager aujourd'hui de la part de Scaleway, mais bien souvent, cette frugalité Green IT, elle vaut finalement de faire valoir.
de faire valoir auprès de clients, de prospects, etc. Et sur le fond, il n'y a rien de vraiment concret. Donc ça, c'est quand même très important aujourd'hui d'en faire part. Après, en termes d'action concrète, moi, j'ai beaucoup de choses à partager. Parce qu'en fait, juste pour vous expliquer, mais la sobriété numérique, je m'y suis un petit peu intéressée, un peu beaucoup d'ailleurs, il y a un peu plus de 3 ans. Donc moi-même, j'ai porté quelques initiatives au sein de mon groupe qui étaient finalement des initiatives de bon sens. Et puis après, je me suis tellement intéressée à ce sujet de prédilection et j'en ai fait part auprès des communautés de mon réseau qu'on est venu me trouver pour construire et animer des ateliers, des workshops pour des DSI, alors de grandes entreprises ou de l'administration publique. Donc de là, j'ai tout un processus finalement et une synthèse à faire en retour par rapport à ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui dans nos entreprises. Voilà. Ce serait quoi, par exemple? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des actions de bon sens. Je me dis, si c'est si simple que ça... En fait, alors, il y a déjà 2 axes fondamentaux sur lesquels toute organisation de toute taille, de tout secteur, peut mettre en œuvre. Alors, en œuvre, déjà, il faut quand même expliquer qu'il y a une notion de moyens d'investissement. Parce que c'est du temps et de l'argent. Hein. Pensons pas que les choses se font sans investissement. La deuxième chose, donc, pour inciter énergiquement, finalement, un COMEX à s'embarquer vers une révolution verte, parce qu'il faut savoir que, suivant des récentes études et sondages, c'est avant tout de l'ordre de 40% une volonté stratégique. Donc une volonté de direction générale, même si on sait que finalement, parmi des collaborateurs, il y a cette volonté individuelle. Heureusement, par ailleurs. Alors, la première chose à faire, donc, c'est les 2 axes fondamentaux, c'est déjà analyser grâce à un benchmark le positionnement de son entreprise par rapport à ses concurrents. Ça, c'est la première chose. C'est très important. Et la deuxième, c'est faire une analyse à l'interne. Donc, il faut faire un état des lieux de l'existant. Alors, pour ça, il faut réaliser finalement un état des lieux de tous les éléments sur toute la chaîne. Concrètement, c'est quoi? C'est faire un inventaire matériel, un inventaire physique de son infrastructure informatique et puis aussi en parallèle réaliser un inventaire logique, donc logiciel, de son architecture applicative. Voilà. Après, je peux aller plus loin, mais on va rebondir peut-être pour que j'aille un peu plus dans les détails. Alors, on fait ça. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les notions qui viennent plutôt des équipes, finalement. Alors, en complément, c'est pas plutôt, c'est en complément. Comment on arrive à avoir une communauté, finalement, et comment on arrive à embarquer, finalement, les opérationnels dans cette réflexion-là. Donc, effectivement, il faut une volonté, on va dire, du COMEX sur l'orientation. Et il faut aussi que les équipes intègrent cette problématique-là. Je pense que c'est ça qui est important. Intègrent la problématique. C'est pas juste de la formation. Je pense que il faut les accompagner pour que, quand ils ont un projet à faire, quand ils ont un système à mettre en place, ils se posent les bonnes questions. Et ça, je crois beaucoup à ça. Et nous, on le fait de manière assez ouverte. Donc, on essaye de décliner finalement tous les frameworks qui existent sur le marché pour leur expliquer quel est l'impact. Et on essaye de les sensibiliser pour que, quand ils se posent une question, on va dire, sur un système d'information, ils aient cet élément environnemental en même temps. Au même titre, encore une fois, que des délais ou que des coûts. Et ça, je pense que c'est super important parce que c'est les équipes aussi qui vont faire le levier. Il va y avoir une orientation, mais dans une phase où il faut faire les deux en même temps. 40% sur le COMEX, donc ça veut dire 60% sur les équipes. Moi, j'aime bien cette approche sur les équipes. Ouais. Alors, je me permets, je rebondis, je reprends le micro. Non, c'est important, c'est vrai pour inciter finalement les collaborateurs ou même les clients internes et externes à s'engager dans cette démarche vertueuse de révolution verte, oui, il faut sensibiliser, il faut même mobiliser, je dirais. Ça, c'est très, très fort, c'est ça, hein, c'est plus que sensibiliser. Et puis aussi, ça va permettre, il faut aller plus loin, il faut les faire réfléchir finalement sur leurs besoins réels dans le cadre de leur travail, leur quotidien. Et puis aussi, ensuite, un cran plus loin, les faire raisonner sur des usages raisonnables. Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, si on écoute tous nos départements, nos pôles, business et autres, c'est on veut cette application-là, on veut cette plateforme-là, on veut ce dernier téléphone, on veut cette tablette. Enfin voilà. Donc après, on a cette responsabilité aussi, qu'on soit DSI ou d'autres acteurs dans l'entreprise, finalement à mettre un framework, un cadre aussi, et expliquer le pourquoi du comment. Et ça, c'est très important. Et après aussi, pour sensibiliser sur des bonnes pratiques, alors ça, c'est pour le partager au plus grand nombre, il y a des choses concrètement très simples à faire. Vous prenez des référentiels qui sont reconnus, qui sont disponibles en ligne.
Alors, il y a ceux du CIGREF, par exemple, qui sont très, très bien faits, et ceux de l'INR, de l'Institut du numérique responsable. Voilà, juste avec des bonnes pratiques, on peut commencer à enclencher cette démarche dans l'entreprise. Ok, très clair, merci. Yvain, je regarde justement parce que vous accompagnez les deux acteurs. Peut-être que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites avec la fresque numérique. Oui, volontiers. Donc la fresque du numérique, c'est un atelier collaboratif pour comprendre les problèmes environnementaux du secteur du numérique. Et d'ailleurs, vous aurez un atelier cet après-midi à 14h, je crois, ici à 42, animé par Daphné et Andrea. Oui. Je ne me mélange pas les pinceaux, c'est bon. Mais je trouve que c'est intéressant peut-être parce que vous collaborez régulièrement avec les citoyens ou alors les collaborateurs qui, eux, ont envie d'aller vers cette logique-là. Et ça peut être intéressant aussi de vous qui voyez aussi ce qu'on va avoir le retour des entreprises, de voir un peu finalement où est-ce que le bas blesse en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à passer la seconde peut-être? Alors on arrive à faire pas mal de trucs sur le numérique parce qu'on n'a pas fait grand chose jusque-là. Donc il y a ce qu'on gagne, les rendements marginaux, ils sont d'abord élevés au début, puis ensuite ils baissent. Effectivement, la fresque du numérique, ça peut se faire dans tout type de cadre, que ce soit associatif, scolaire, privé, et entreprises, et collectivités, et ministères, et j'en passe. Et en fait, on va. Pardon. Il y a un gros sujet de déconstruire les idées reçues. Donc. Beaucoup de monde pense encore que les mails sont un sujet, alors je le dis haut et fort et clairement, les mails on s'en fout, hein, si on s'intéresse à l'empreinte environnementale du numérique, intéressez-vous à d'autres choses que les mails. D'ailleurs je suis allé très vite au début, mais je vais peut-être reprendre sur ça, l'empreinte environnementale du numérique. Donc le numérique c'est quoi? C'est des centres de données, des infraréseaux et du matériel utilisateur qu'il faut fabriquer, utiliser et gérer en fin de vie. Tout ça va avoir des impacts sur énergie, CO2, mais aussi sur la biodiversité, sur la pollution locale, sur l'utilisation d'eau, sur des impacts sanitaires et sur de l'épuisement de ressources. Et là-dedans, ce qui joue le plus, c'est de très loin les équipements utilisateurs. Donc le fait qu'on en utilise énormément et qu'on les renouvelle très fréquemment, c'est ce qui joue le plus. Et en entreprise, en fait, pas qu'en entreprise d'ailleurs, mais souvent le premier levier, c'est tout simplement de supprimer un peu ou de limiter le matériel inutile et de le faire durer plus longtemps. Donc par exemple, j'ai souvenir d'être intervenu en niveau pro dans une banque. Ils étaient arrivés un peu avec le questionnement de par quoi ils allaient remplacer leur flotte de smartphones, et ils sont repartis en disant qu'ils allaient attendre 2 ans avant de remplacer leur flotte de smartphones. Donc c'est souvent l'axe principal sur lequel jouer, c'est la durée de vie du matériel. Et alors bien sûr ça demande de faire plein de choses derrière en termes de repenser les contrats de maintenance, l'infrastructure logicielle, etc. Parce que quand on est habitué à avoir du matos qui dure 2 ans et qu'il faut le faire durer 5 ans, ça demande de changer pas mal de choses derrière. Mais c'est généralement le premier levier, en tout cas sur l'IT en interne dans une entreprise, ça va très généralement être d'allonger la durée de vie du matos. Et je me suis éloigné de la question initiale et du coup je l'ai oubliée. En fait, on voulait comprendre un peu justement, parce que tu accompagnes d'un côté justement les collaborateurs pour les conscientiser sur toutes ces thématiques-là, et tu travailles aussi avec les entreprises. Et juste avant, on a Malika et Stéphane qui nous ont partagé un peu ce qu'on commençait à voir dans leurs entreprises respectives, et j'avais envie de voir, toi justement qui collabores avec les deux acteurs, comment ça se passe, quel pont tu fais? Alors dans tous les cas, c'est des humains qu'on a autour de la table, donc ils peuvent être dans leur entreprise ou en tant que personne. Et puis on voit, il y a un énorme sujet quand on fait une fresque du climat ou fresque du numérique, c'est que c'est très social. C'est-à-dire qu'il va y avoir 6, 7, 8 personnes autour d'une table qui ont chacun leur point de vue, etc. Et du coup, ces personnes vont échanger entre elles, et forcément, ça va soulever des questions de fond assez rapidement. De ma posture vis-à-vis de la consommation, du progrès, de ce que je pense de ce qui se fait dans l'entreprise, etc. Donc en fait, il y a vraiment de tout quand on est dans une entreprise. Ça peut, dans tous les cas, c'est des collaborateurs, et ça peut être à quelconque niveau, et les avis peuvent être différents. Concrètement, ça peut partir de j'ai aucune connaissance sur ces sujets-là et j'apprends les bases et je déconstruis le fait que les mails ne sont pas un sujet. Et puis après, ça peut être aussi des personnes qui viennent nous voir avec des avancées un niveau très mature sur la compréhension des enjeux, et qui veulent comprendre très concrètement comment eux ils peuvent influer sur leur levier numérique. Parce que si effectivement on parlait de compensation tout à l'heure, faire un peu de compensation, c'est pas à jeter, comment dire. Faut pas tout jeter, mais je veux dire, c'est 10% de la solution, et 90% de la solution, elle est dans réduire l'impact environnemental d'une entreprise ou d'une organisation, et réduire la source, exactement. Et du coup, ils peuvent arriver avec des réflexions, des strates dirigeantes ou des collaborateurs d'une entreprise à haut niveau qui ont déjà compris qu'il fallait quand même changer pas mal de choses, et c'est des choses qui vont mettre 10 ans à changer.
même en s'y mettant tout de suite. Mais du coup, ils comprennent, ils viennent nous voir avec cette idée-là de comprendre concrètement, je fais quoi demain matin pour réduire par 4 les émissions de mon secteur IT, enfin de ma DSI ou de l'IT dans mon entreprise. Ok, très Voilà. clair. Je me peux... Si je peux me permettre, toujours des petits compléments, mais parce qu'en fait, la réaction de certains me fait repenser à partager aussi quelques informations qui peuvent être utiles. Je suis une férue des chiffres, des stats, entre autres. Et d'ailleurs, je trouvais ça intéressant aujourd'hui de partager que finalement, si le numérique était un pays, il serait le 3e en termes de consommation mondiale d'électricité, derrière la Chine et les États-Unis, puisqu'il représente 10% de la consommation mondiale d'électricité, ce qui n'est pas rien. Et puis après, pour rejoindre, je suis complètement d'avis. Alors les mails, on ne peut pas dire que ce n'est pas une action finalement d'aller vider sa corbeille ou d'éviter d'envoyer des pièces jointes, etc. Ça a quand même une action. Mais c'est vrai que ce n'est pas la plus forte. Parce que qu'est-ce qui finalement impacte le plus le réchauffement climatique aujourd'hui ? C'est la fabrication des appareils connectés. Faut savoir qu'en France, typiquement, on est suréquipé. On dénombre 15 appareils connectés par personne, avec une durée de vie, comme tu disais aussi, très courte. Et c'est ça le plus fort impact. Et finalement, ça engendre à peu près entre 54 et 89% de l'empreinte numérique du carbone, donc en termes d'émissions de CO2. Donc c'est vraiment les appareils sur lesquels il faut axer. Nous-mêmes, dans notre sphère personnelle, il faut être un peu plus raisonnable sur le renouvellement de nos smartphones. Et puis aussi dans les entreprises. Alors ça, il est vrai qu'on peut en parler. Moi, je dirais qu'il y a quand même 2 problématiques de fond. Il y a aussi certains fournisseurs. Alors si on reprend nos opérateurs en téléphonie, qui, comme moi, on vient me démarcher pour que tous les 2 ans, je renouvelle la flotte mobile finalement de mes collaborateurs. Alors, on peut réfléchir autour de tout ça, mais en même temps, je dirais qu'il y a aussi les fabricants de ces appareils-là qui, d'un point de vue justement commercial, business, favorisent le fait de ce renouvellement. Pourquoi ? Parce que là, on va pouvoir aussi parler d'obsolescence technologique. Malheureusement, l'appareil peut continuer à fonctionner, mais s'il y a une nouvelle innovation technologique ou de nouvelles mises à jour applicatives, des fois, l'appareil en question ne suit plus. Donc, on est contraint et obligé de changer nos appareils. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommageable aussi pour les entreprises. Voilà. Ok. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans les ingénieurs de demain lundi, il faut prendre en compte ça. C'est-à-dire qu'il faut concevoir des systèmes qui vont durer dans le temps, qui vont suivre finalement la durée de vie qu'on va allonger de notre matériel. Et ça, c'est vraiment important. Il y a une notion de durabilité hardware, mais aussi software. Il faut qu'on conçoive au juste nécessaire. On a parlé beaucoup de sobriété. Moi, j'aime bien le terme sobriété parce qu'il n'est pas trop contraignant. Il est contraignant, mais il permet d'avancer. Et sur la conception des systèmes, la conception applicative, il faut prendre ça en compte dès le début. Okay. Et si je me permets aussi de rajouter, c'est là aussi que la notion de responsabilité arrive en place, parce que nous, en tant que consommateurs, c'est assez compliqué de devoir tout faire. Je pense qu'il y a une grosse part de la responsabilité des sociétés, des compagnies, des entreprises, mais aussi des industries à travailler ensemble sur le sujet. Parce s'il y a un seul élément de la chaîne de valeur qui travaille dessus, si c'est pas dans l'ensemble, ça va être très, très, très compliqué. Et je le vois de plus en plus. Nous, on le fait dans notre industrie et c'est très compliqué de mettre tout le monde autour de la table et avoir une même vision de ce qui doit être implémenté. Il s'agit des gros investissements, comme tu disais tout à l'heure, Malika. Il s'agit d'un changement de comportement, d'un changement business, dans la manière dans laquelle on voit et on veut évoluer. Donc, choisissez bien les entreprises avec lesquelles vous voulez consommer. Renseignez-vous. Elles devraient être en mesure de vous donner en toute transparence les données. Et si ce n'est pas le cas, il y a peut-être un souci derrière ça. Malika, si je me permets. Oui. Laura, vous me faites une bonne transition, puisque justement, je me disais que dans tout l'échange qu'on vient d'avoir, on s'est rendu compte à quel point il y avait une responsabilité, que ce soit du côté des entreprises, que ce soit du côté des citoyens, que ce soit du côté aussi du gouvernement. Et je me disais qu'il y a peut-être des gens aujourd'hui c'est pas peut-être, il y a des gens déjà qui sont en train d'embrasser ces enjeux-là. Donc, ce qui signifie que ça entraîne des opportunités carrière, des opportunités
business. Tout à l'heure, Stéphane vient de dire justement les ingénieurs de demain, en tout cas demain lundi, je reprends ce qu'il vient de dire, devront arriver dans les entreprises avec ces idées-là, avec justement tout ce background-là en tête quand ils vont proposer des projets, et c'est-à-dire un type de recrutement. Quels conseils on peut donner peut-être aujourd'hui à ceux qui ont envie d'embrasser ces carrières-là et qui ont envie d'impulser ça dans leur manière de travailler? Faites la fraise du numérique. La fresque numérique, allez voir le site de l'INR, regardez les MOOC de l'INR, de l'INRIA. Il y a plein de matériel disponible aujourd'hui sur le web. Regardez-les. Ça prend un peu de temps à absorber, mais c'est vraiment passionnant. Okay. Moi, non, vas-y. Enfin, un tour de table. Je dirais simplement, il y a que aujourd'hui, alors je vais un petit peu casser les stéréotypes. Mesdames, rejoignez le monde de la tech. Il n'y a que 17% de femmes aujourd'hui dans le numérique, et il faut qu'on puisse finalement faire de cette diversité une richesse. Et il y a aussi beaucoup d'initiatives. On en parlait aussi avant cette table ronde. Aujourd'hui, il y a des filières, il y a des passerelles, il y a des modes de reconversion qui existent déjà. Et la tech aussi offre des opportunités de métiers d'avenir qui n'existent pas encore. Alors, je pense fortement à notre sujet d'aujourd'hui. Là, récemment, je vois qu'il y a de plus en plus, finalement, de postes qui sont en train de se créer, de consultants Green IT ou de Head of IT Sustainability. Donc, finalement, les sociétés de tech for good, comme on peut les caractériser, sont en train de finalement beaucoup se développer pour accompagner les entreprises. Donc, il y a vraiment des métiers à saisir. Des belles opportunités, en tout cas. Je rebondis sur ce que vous étiez en train de dire, c'est qu'on est en train de se dire qu'il y a de plus en plus de formations, justement, qui permettent d'avoir des profils qui vont dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler aussi que c'était des jobs qui étaient bien payés? Parce qu'on a peur de se dire, en fait, OK, si je veux faire peut-être un métier qui va être en lien avec ces thématiques-là, souvent les thématiques RSE, c'était un peu pour faire joli et il n'y a peut-être pas des choses concrètes derrière. Je trouve que c'est peut-être important de rappeler que ça reste quand même des métiers bien payés. Donc si en plus on peut donner du sens et être bien rémunéré, je pense que c'est un bon combo. C'est vrai. Alors, c'est vrai que le sens... Il y a l'attrait financier. C'est vrai que pour pas le cacher, le numérique, finalement, rémunère bien. Mais moi, je vais au-delà de ça, parce que ça, c'est mon intérêt personnel. C'est des métiers passionnants. Voilà, avant toute chose. C'est des métiers de rencontre, c'est des métiers... On apprend les uns les autres, on apprend de soi-même. Voilà, comme encore aujourd'hui, c'est des rencontres. Et c'est cette sphère du numérique qui est assez vaste, finalement, et qui permet de s'enrichir au quotidien. Tout simplement. Laura, allez-y. Oui, pardon. J'ai perdu. J'étais tellement dans ton discours que j'ai perdu mon idée. Oui, ce que je voulais dire et revenir dessus, c'est que en effet, nous, on en fait vraiment une proposition de valeur tant pour nos clients, mais aussi pour les profils en fait qu'on recherche aujourd'hui, parce que ça donne en effet beaucoup de sens de se dire que l'entreprise pour laquelle tu travailles est en fait un acteur dans la société, dans les politiques environnementales et pas que. D'ailleurs, je cherche quelqu'un, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Vous cherchez quel profil? Vous avez précisé quel profil c'est? Je me suis laissée emporter par Malika et j'ai perdu mon idée. C'est quel profil? Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que le push des jeunes par rapport à la transition écologique, il est extrêmement fort, parce qu'il y a 90% aujourd'hui des milléniaux qui refusent de travailler pour une entreprise qui n'aurait pas prouvé sa durabilité. Donc, vous voyez combien c'est important aussi, ces sujets-là. Et même si on n'est pas finalement dans une carrière autour du green. Et oui, je voulais aussi redire peut-être le fait que, encore une fois, c'est pas vertical. Je veux que vous ayez en tête que c'est vraiment un changement de mentalité, un changement de consommation dans tout ce qu'on fait. Et ça va pas être un métier qui est vertical. Ça va être quelque chose qui est à l'horizontale et qui va devoir vraiment être implémenté. Et je fais vraiment beaucoup le pont avec ce qui s'est passé dans la fast fashion, en fait. C'est ce qui est en train d'arriver aussi dans le numérique et dans toutes les autres industries. Et c'est à la base, en fait, un changement de mindset et le comportement qu'on est en train d'avoir. Laura, vous disiez que vous cherchiez des profils. C'est quel type de profil?
C'est un profil dans la neutralité, nous on l'appelle la neutralité climat. Donc quelqu'un qui va nous aider à réfléchir, à porter en fait notre réflexion, parce que c'est vrai qu'on a une réflexion très poussée nous au niveau du data center, mais nous aider en fait sur cette partie-là, la reconstruction de réfléchir au data center de l'avenir, même si on est déjà assez poussé sur le sujet, et nous aider aussi typiquement à traîner en fait, à éduquer en fait toute l'entreprise sur le sujet. Donc encore une fois, je veux pas que ça soit vertical, je veux que ça soit tout le monde, que tout le monde soit au même niveau et implémenter ces changements dans leur Alors dans moi, leur département. je vais rebondir parce que c'est encore des sujets qui me passionnent. Ce que tu viens d'évoquer, finalement, ça conditionne quoi comme profil ? C'est agir sur les services numériques. Donc ça va être s'interroger sur l'alimentation des data centers en énergie renouvelable, les réseaux de transport, donc les réseaux de transport, les flux de données, la digitalisation des processus aussi qui sont engendrés, et puis, comme tu l'évoquais aussi tout à l'heure, finalement, la réflexion autour de l'éco-conception d'un service ou d'un produit numérique. C'est ça. Et donc voilà, c'est vaste, c'est très très vaste. Si je peux rajouter aussi, nous, on a un gros souci sur la consommation de l'eau, qui est un tabou dans les data centers, et on cache beaucoup de pratiques derrière l'énergie et la compensation, mais il y a des vrais soucis en fait au niveau de la consommation de l'eau, qui posent aussi des problèmes sanitaires autour des zones où les data centers sont implémentés, et aussi l'éco-conception et l'économie circulaire, en fait, pousser l'hardware typiquement au plus long terme en fait possible. Quand on en a parlé, je sais que vous êtes aussi sensible à ça, mais c'est tout ça. Et encore d'autres sujets qu'on peut même pas imaginer aujourd'hui. Je vais savoir peut-être à Yvain. Ouais, pour revenir justement sur l'ingénieur de demain et de demain lundi, littéralement, c'est un peu cliché de dire ça, mais le monde il change vite, il va changer sûrement très vite. L'ampleur des changements qui sont en cours, ils vont pas s'arrêter demain matin, parce qu'il y a des sous-jacents qui font qu'on est en train de toucher des limites environnementales, que ça va avoir des répercussions sur des problèmes de pénurie, de problèmes divers et variés, pardon, et que le business va devoir s'adapter aussi à tout ça et va devoir prendre les devants. Tout simplement pour rester actif, compétitif, continuer à faire des choses, etc. C'est un peu, moi je prends souvent le parallèle avec ce qui s'est passé dans le numérique il y a 20 ans et quelques maintenant, c'est la transformation numérique des entreprises. En gros, soit les entreprises l'ont prise, ou soit elles se sont pris un peu un mur au bout d'un moment. Donc là, c'est un peu la même chose, il va y avoir des pratiques qui vont changer, donc être ingénieur demain, peut-être... sur le numérique, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a laissées au fil de l'eau. Par exemple, si vous étiez développeur dans les années 80-90 ou avant même, il y avait un énorme sujet d'optimiser les ressources que vous aviez à votre disposition. C'est-à-dire qu'il fallait faire du code méga optimisé, ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'éco-conception. Avant, c'était la norme. Puis ensuite, les barrières ont sauté, c'est devenu illimité en termes de ressources, etc. Donc on s'est mis à avoir par exemple, la taille des pages web qui a été, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que c'est multiplié par 150 en 10-15 ans, la taille moyenne d'une page web. Donc typiquement, ces choses-là, l'ingénieur de demain, le développeur de demain, il a une énorme responsabilité déjà technique à s'occuper de l'optimisation des ressources. Et en fait, quand on parle éco-conception, on pense tout de suite peut-être à des choses techniques, mais c'est aussi de la remise en question du besoin, le nombre de fonctionnalités qui ne servent à rien, le nombre d'outils qui ne servent à rien. Moi, par exemple, je vais voir des fois des boîtes de conseil qui vraiment font des ESN plutôt, qui font vraiment une démarche avancée là-dedans, et celles qui font une vraie démarche avancée, elles conseillent leurs clients des fois de ne pas faire des trucs parce que ça ne sert à rien. Donc c'est aussi beaucoup de choses comme ça. Si vous vous intéressez à ça, et je pense que même si vous vous intéressez pas, ça vous tombera dessus, un de ces quatre, parce que même des entreprises qui, moi, me disaient très, très sincèrement, je m'en fous de ce sujet, en fait, on leur demande des choses dans les cahiers des charges, dans leurs clients, dans leurs fournisseurs, etc. Donc en fait, ça arrive un peu par tous les côtés. Et juste pour atterrir sur un truc très concret, effectivement, je ne peux que vous recommander de participer à une fresque du numérique, par exemple, mais c'est pas la seule chose. Effectivement, l'INRIA qui a sorti un MOOC il y a un mois ou deux, là, très 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 pertinent. Ça vous prendra une demi-journée, une journée, et ça permet d'approfondir un peu c'est quoi le sujet des limites environnementales du numérique et à quel point c'est lié aussi à tout le reste. Très clair, merci. Il y a un point que je voulais quand même évoquer avec vous, parce qu'on a parlé, on a expliqué un peu justement quelles étaient les premières démarches qu'on peut mettre en place, mais il n'y a pas longtemps, j'avais échangé avec plusieurs jeunes qui venaient d'une formation d'ingénieurs et spécialisés dans l'énergie, et ils me disaient, mais en fait, c'est bien parce que de l'extérieur, les entreprises nous disent, venez, on a besoin de vos ressources et on a besoin de réfléchir dessus, sauf que quand on arrive concrètement, on est dans le service où il y a le moins de moyens, et en fait, très rapidement, on se rend compte qu'on a été recruté pour faire joli, mais concrètement, il ne se passait rien. Donc, je me posais peut-être une question, et s'il y a peut-être des jeunes
jeunes qui sont dans ce cas-là ou des personnes ici qui ont envie de bosser dans ces entreprises qui sont engagés et qui ont en tout cas ce label Tech for Good et a priori qui veulent aller vers ces thématiques-là, comment on peut faire pour éviter ces écueils-là? Parce que c'est un sujet qui est beaucoup revenu quand j'ai échangé avec ces personnes-là. Alors, je ne saurais pas répondre parce que ce n'est pas du tout le cas chez nous. Encore une fois, c'est vraiment une ressource stratégique. Ça fait partie intégrante de nous, mais peut-être... Yvan, il y a peut-être des outils que vous pouvez leur partager pour en tout cas avoir une checklist un peu des choses qu'on peut demander à l'entretien, des choses qu'on peut, des signaux qu'on peut comme ça repérer en amont. Alors je vais me faire des ennemis, mais il y a un signal qui moi me fait rire, mais qui est pas si négligeable que ça, qui existe encore pas mal. Si la RSE est liée à la com, c'est mauvais signe. Et ça existe pas mal quand même. Et ça existe pas mal. Mais même, alors après, au-delà de ça, effectivement, c'est très compliqué de savoir les intentions réelles d'une entreprise juste en étant d'un point de vue extérieur. Donc c'est très compliqué de savoir si une entreprise qui partait de loin ou pas d'ailleurs est en train de mettre en place des vraies actions pour aller vraiment réduire son impact environnemental, pour questionner éventuellement son modèle économique. C'est clairement très difficile. En entretien, je ne sais pas à quel point c'est détectable. On peut le voir un peu en allant éplucher les rapports RSE, les bilans carbone, etc. Je pense à une grande boîte de la tech que je ne nommerai pas, mais beaucoup font la même chose. C'est pas que les boîtes de la tech d'ailleurs, mais qui vont dire on a réduit. Non, on n'a pas réduit, pardon. On est neutre parce qu'on a réduit un petit peu et compensé beaucoup nos empreintes de gaz à effet de serre. Le biais, c'est très souvent qu'en fait, on va mesurer le scope 1 et le scope 2, c'est-à-dire les impacts très directs, et le scope 3 ne va pas être mesuré, donc c'est-à-dire par exemple si j'utilise des serveurs, il a fallu acheter ces serveurs, donc ils ont dû être fabriqués avant, donc il faut comptabiliser ça. Donc le scope 3, c'est de l'ordre de 95% de l'impact environnemental d'une entreprise généralement. Et quand on dit quand une entreprise se dit neutre en carbone, à quelques exceptions rares, le scope 3 n'est pas pris en compte. Donc en fait, c'est des choses qui sont, quand on met trop l'accent sur ça et que derrière on voit que le scope 3 n'est pas pris en compte, ça sent mauvais déjà, mais malheureusement c'est beaucoup ça. Juste j'allais dire, c'est pas parce que l'entreprise fait des choses pas top aujourd'hui qu'elle n'a pas l'ambition de changer les choses demain, et qu'en fait c'est ça qui est difficile à détecter très sincèrement. Et du coup je conclurai juste en disant, si vous voulez, nous aussi on recrute dans l'association La Fresque du Numérique. Si vous voulez aider à développer, à déployer ce changement-là. Alors, en complément, je pense que le bon moyen, c'est aller voir les rapports environnementaux des entreprises. Donc, quand vous postulez pour une entreprise, vous regardez si elle est, on va dire, stable financièrement. Je ne sais pas si vous regardez son bilan, peut-être pas, mais allez regarder les rapports. Aujourd'hui, effectivement, ils sont publics, ils sont partiels. Donc, effectivement, identifier ce qui est couvert, ce qui n'est pas couvert, c'est compliqué, en particulier sur le scope 3, donc tout ce qui sort de l'énergie, finalement. Mais on y arrive. Donc, un MOOC plus les rapports environnementaux, normalement, on commence à avoir une bonne vision. Alors, ce n'est pas un outil, ça demande un peu de travail, mais c'est ce qui vous permet d'avoir la bonne vision, je pense. Alors moi, je pensais également au rapport, et puis, j'allais dire concrètement, poser cette question toute simple. Quel est votre niveau de performance de numérique responsable? Ça ouvre énormément les débats, parce qu'en fait aussi, une entreprise qui n'a pas utilisé que le terme green comme buzzword, qui n'est pas galvaudé éco-blanchiment comme on en parlait tout à l'heure, finalement elle a valorisé aussi à l'interne et à l'externe par des choses concrètes. Généralement, elle a mis en place une pratique de mesure, d'analyse, elle a pris des hypothèses transitoires d'ailleurs, par ailleurs qu'elle a su réviser au fur et à mesure, parce que il n'y a pas de science infuse, il faut quand même, bien ajuster les curseurs par rapport à ça. Mais je pense que ça aussi, c'est une bonne question à poser, parce qu'en fait, c'est pas, comme on disait tout à l'heure, que sensibiliser et inciter. Il faut aussi savoir de quoi on part et vers quoi on va. Donc ça, c'est du concret. Très clair. Yvan, allez-y. Juste un mini truc à rajouter, il y a l'ADEME qui a fait un guide, le guide anti-greenwashing de l'ADEME. Ça permet de comprendre un peu c'est quoi les rouages du greenwashing, et ça permet de s'habituer à comprendre est-ce que c'est de la com, est-ce qu'il y a quelque chose derrière, et c'est hyper pertinent. Moi aujourd'hui je me sens un peu comme Neo dans Matrix à la fin quand il voit au travers et qu'il voit si c'est juste une affiche ou s'il y a vraiment des choses derrière. Mais ça demande de s'habituer un peu l'esprit à ça et d'aller au-delà des pièges habituels de un arbre planté pour chaque vol acheté, j'en passe des choses, des vertes et des pas mûres. Mais du coup, effectivement, s'habituer au rouage du greenwashing pour le comprendre et pour le désarmer, c'est aussi pas mal, beaucoup aussi quand on veut savoir pour qui bosser.
Très clair, merci beaucoup. En tout cas, il y a une chose que moi je retiens, c'est qu'on parle quand même de responsabilité collective. En tout cas, on a déjà vu qu'en fait qu'on allait gagner en tout cas cette bataille-là tous ensemble. Moi, j'aimerais bien qu'avant qu'on parte, qu'on finisse cette table ronde, que chacun reparte avec un petit truc qui peut appliquer dès midi et demi. Enfin, on n'a même pas besoin d'attendre l'ingénieur de lundi matin, mais que se dire, en fait, ok, je vais commencer à faire les MOOC et je pense que tout le monde a pris un peu ses petites notes pour savoir ce qu'on va faire. Mais quel premier levier qu'on peut actionner quand on est monsieur, madame, tout le monde. On a vu que c'était pas se dire tous les jours je vais supprimer mes mails, mais j'aimerais bien qu'on se donne peut-être qu'on reparte chacun avec une petite liste pour en tout cas avoir ces éléments-là en tête et se dire ben voilà, je vais pas changer ma vie de A à Z en repartant, mais en tout cas, quelle est la première étape que je peux actionner en ayant fait cette table ronde de ce matin. Je regarde Laura. Alors moi, je commence toujours par l'information. Renseignez-vous chez qui vous consommez, que ce soit vos portables, que ce soit vos Internet chez vous, enfin, j'en sais rien, le mail que vous utilisez. Renseignez-vous ce qu'il y a derrière et comment vos providers, qu'est-ce qu'ils font concrètement, parce que ça va aussi vous donner des clés pour changer, pour agir d'une manière ou d'une autre, et après aller vers de la réduction en fait du changement de votre consommation. C'est ce que je fais tous les jours aussi. Je sais que ça paraît bidon, mais c'est ça aussi. Les mails, oui, je sais, c'est pas une solution, mais ça fait partie. Si jamais vous n'avez pas fait ça c'est aussi. C'est pas une solution, mais c'est un réflexe intéressant. C'est ça. Voilà, c'est se poser la question de manière systématique. En fait, oui, je sais pas où vous en êtes dans la réflexion, mais c'est typiquement, pour moi, c'est plus un sujet. Je pense que pour vous non plus, parce qu'on l'a peut-être mis en place déjà depuis très longtemps, mais ça commence par repenser en fait la manière dans laquelle vous consommez. Ok. Allez-y, Malika. Alors moi, je dirais quelque chose, somme toute, hyper basique dans sa sphère personnelle ou professionnelle, c'est ne pas laisser ses appareils branchés, comme son téléphone portable, en charge toute la journée, ou ne pas laisser son écran allumé. Il y a forcément, finalement, dans la partie applicative, des mises à jour qui peuvent être des mises en veille qui peuvent être mises en place. Donc voilà, dans son entreprise, autour de soi, dans son école, dans son campus et autres, c'est regarder quel écran reste allumé pour un petit peu préconiser le fait de mettre en place justement ces mises en veille automatiques. Voilà, c'est très clair. Basique. Merci. Yvan, le mot de la fin. Le matériel, et en fait, on a beaucoup mis l'accent sur les usages. Le gros du sujet, c'est le matériel. Par exemple, on a de l'ordre de 100 millions de smartphones fonctionnels qui dorment dans nos tiroirs en France. On a moins de chiffres sur le reste, mais c'est probablement plusieurs dizaines de millions d'ordinateurs fonctionnels qui dorment aussi dans des placards, etc. Donc tout ça, le refaire vivre, le donner, le revendre, etc. Questionner quand on a besoin d'acheter du nouveau matériel. Est-ce que mon ordinateur qui a 2 ans, il peut pas me durer encore quand même quelques bonnes années, et voilà. Donc, et que ce soit à titre perso, dans une entreprise, etc. Le gros du sujet étant le matériel, mais voilà, se questionner sur le matériel. Alors les mails ne sont pas un sujet, la vidéo est un petit sujet en termes d'usage, effectivement, mais en fait, même la vidéo, le gros du sujet derrière, c'est juste qu'on va utiliser du matériel pour la faire tourner, quoi. Très clair, donc, le matériel. merci. Juste, en tout cas, merci à vous pour ces interventions que j'ai trouvées hyper intéressantes. Juste avant de se quitter, peut-être qu'on a quelques questions, et c'est le moment de poser vos questions. Monsieur ? La cloud, elle consomme l'eau, ils font concrètement. Donc, comment est-ce que le cloud aujourd'hui consomme concrètement de l'eau ? En fait, il s'agit des tours de refroidissement dans les data centers. Donc, les deux sujets qu'on regarde, peut-être les 3 sujets qu'on regarde aujourd'hui quand il s'agit de l'empreinte climat d'un cloud, c'est l'énergie qui est consommée dans le data center, l'empreinte carbone, donc à travers toute tant l'énergie, mais aussi, comme Yvan disait, scope 2 et 3, et la consommation de l'eau. Donc aujourd'hui, les serveurs dans un data center doivent être à peu près gardés à 30 degrés. Et par ça, en fait, il y a soit un refroidissement par l'air conditionné, soit à travers des tours de refroidissement qui utilisent beaucoup d'eau. Des millions de litres cubes d'eau. Et donc, c'est ça, typiquement, aujourd'hui, on a beaucoup de solutions très innovantes qui permettent d'éviter ce gâchis-là qui est absolument, mais qui devrait être interdit
dans sa pratique. Alors, si je puis me permettre, en exemple, c'est peut-être le cas chez Scaleway, mais il y a des piscines publiques municipales qui finalement sont réchauffées grâce à des data centers qui se sont implémentés juste à côté. Ce qu'on appelle le fresh cooling de manière... et je trouve ça vraiment très intéressant d'ailleurs. Je vais précisément proposer ça. Et il y a aussi une zone pour les piscines, pour les habitations. Aussi, mais il y a des solutions encore plus innovantes où il n'y a vraiment pas besoin d'eau du tout. Après, voilà, oui, c'est pas plus mal, mais là, je pense qu'il faut vraiment qu'on aille au-delà de ça. Ça, c'est des petits pas. Si vous me laissez, c'est-à-dire deux fois la consommation. Je sais, oui, je peux rien dire là-dessus, c'est sûr. Je vous invite sinon de venir voir notre data center si vous voulez. C'est vraiment un circuit très innovant. Il a été créé maintenant il y a 5 ans et je pense qu'on est 10 ans en amont de phase. Nous, on utilise uniquement quelques gouttes d'eau. En fait, c'est le système égyptien où par l'évaporation de l'eau, on refroidit l'air. Et quelque chose qui est très compliqué à comprendre même pour nous parce qu'on fait aussi de la colocation de data centers, donc c'est-à-dire d'autres cloud providers qui passent par nos data centers, c'est que les cahiers de charges n'ont pas été revisités depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'on a certaines restrictions qui ne sont même plus valables aujourd'hui. Typiquement, la température des serveurs aujourd'hui peut être poussée au-delà de ce qui a été validé il y a 20 ans. Et ça, c'est difficile dans les discussions avec nos clients, dans les discussions avec le gouvernement à faire comprendre. Donc, il y a beaucoup de tabous qui doivent encore être révisités et cassés pour mettre en place des solutions qui sont réelles et qui permettent aujourd'hui de réduire tout cela. Mais je vous inviterai avec grand plaisir. On fait des journées portes ouvertes, typiquement pour montrer tout ça et pour parler ouvertement de ces sujets-là. Très bien, merci. Est-ce qu'on a une autre question? Allez-y. Oui. Vous avez souvent employé le terme d'ingénieur. Dans les écoles, les universités, les DUT, les BTS. Alors, je crois que vous êtes arrivé après que j'ai évoqué le fait qu'il y a une loi qui a été mise en vigueur le 1er janvier qui s'appelle la loi REN, R2EN. Et en fait, il va y avoir obligation finalement de sensibiliser à la sobriété numérique tous nos jeunes de la primaire au lycée. Donc pas uniquement nos ingénieurs, mais toutes les générations. Voilà. REN, c'est responsabilité environnementale du numérique. Je ne sais plus ce que c'est l'autre E, mais c'est ça l'idée. Très bien. Est-ce qu'on a une dernière question? Allez-y. Donc, on a parlé de RSE, est-ce qu'on peut parler de qualité au travail? Qualité de vie au travail? Moi, je dirais plutôt, ça rentre dans la partie sociale aussi, que ce soit à l'interne ou à l'externe, et il s'agit de créer un environnement sain, équilibré, en fait, pour les employés qui, eux aussi, font partie de la communauté d'une entreprise. Est-ce que vous avez une question spécifique que vous voulez aborder là-dedans, ou si ça rentre ou pas dans la responsabilité d'une entreprise, c'est ça ? L'interne aussi et pas que l'externe, c'est ça. Oui, enfin moi je peux vous dire que chez nous, oui, ça fait partie en fait de la responsabilité qu'on prend, et comme je disais tout à l'heure aussi, ça va au-delà uniquement de l'impact qu'on a à l'externe ou sur l'environnement, mais c'est aussi l'impact qu'on a à l'interne sur nos employés, sur nos clients, sur leur bien-être, sur leur croissance aussi, en fait, que ce soit à l'interne ou à l'externe, la révalorisation aussi de métiers, l'accompagnement, en fait, dans tout ce monde qui est en train de changer, les métiers qui sont en train de changer aussi. Nous, on a un gros souci, par exemple, avec l'ingestion, parce qu'on est vraiment en hypercroissance, l'ingestion, en fait, des profils
très junior dans une boîte en fait qui est hyper technique. Donc on a en fait une exigence très accrue et on est en train de créer en fait des accompagnements pour les profils plus juniors pour qu'en fait ils sentent pas cette différence-là et qu'il n'y ait pas cette pression de prendre en charge des profils qui sont, enfin des rôles qui sont très techniques sur lesquels ils n'ont pas d'expérience. Donc typiquement ça fait partie aussi de notre accompagnement à l'interne pour assurer qu'on donne tous les outils pour la réussite. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou si vous aviez d'autres questions plus concrètes, mais si vous avez peut-être. Peut-être l'équilibre aussi vie privée, vie perso, tout ce qui englobe. Oui, bien sûr. Nous, ça fait partie en fait de la responsabilité qu'on a en tant qu'employeur en fait pour les personnes qui travaillent chez nous. Et quelque chose, je pense, qui est assez générique, c'est qu'on fait en fait des steering committees, des working groups en fait où on implique la réflexion de ce dont il y a besoin par nos employés. Donc ça fait partie un peu de notre méthodologie à l'interne. Je suis sûre que vous avez aussi d'autres pratiques. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Un grand merci encore à nos intervenants. Je vous propose de les applaudir.